Non, partir vers Israël et vers Gaza, cette guerre qui n'en finit plus, et c'est chaud les intox. Donc Manuel Bompard, vous êtes toujours avec nous, donc on va en profiter pour revenir sur une affirmation que vous avez faite sur Israël. Vous avez déploré le manque de réaction de la communauté internationale, en quelque sorte le deux poids deux mesures avec l'Occident qui est très dur sur la Russie et qui en revanche est très conciliant avec Israël, alors que selon vous Israël a dans son histoire bien plus enfreint le droit international que la Russie. C'est en tout cas ce que vous avez dit et nous, comme d'habitude, on l'a vérifié. Pour certains membres de la France insoumise, Israël respecterait moins le droit international que la Russie. Israël, c'est pire que la Russie. L'État d'Israël est l'État aujourd'hui qui a violé le plus de résolutions de l'ONU depuis 1968. C'est, je crois, 230 résolutions. Alors qu'en est-il ? Nous avons épluché les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, une par une. Au total, le nom d'Israël figure bien dans 229 résolutions depuis la création de l'État hébreu en 1948. La plupart condamnent les actions militaires israéliennes, en territoire palestinien notamment. Alors ces résolutions sont-elles, comme le dit Manuel Bompard, systématiquement violées par Israël ? Ce qui est sûr, c'est que l'ONU ne peut pas contraindre les États à appliquer à la lettre ces résolutions. Elles sont donc dans l'ensemble très peu suivies des faits. Le 25 mars dernier, par exemple, le Conseil de sécurité émet 7 résolutions sur la situation à Gaza. Le Conseil de sécurité exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat pendant le mois du Ramadan qui soit respecté par toutes les parties et mène à un cessez-le-feu durable. Le texte est bien voté par le Conseil de sécurité, mais il n'est pas appliqué. Israël, c'est pire que la Russie. Israël est-il alors moins respectueux de ces résolutions que la Russie ? Sur le site du Conseil de sécurité, nous avons effectivement trouvé beaucoup moins de textes à l'encontre de la Russie et avant elle de l'URSS. Mais cela veut-il dire, comme le suggère Rima Hassan, que Moscou respecte davantage le droit international ? C'est surtout que la Russie, comme l'Union soviétique, a un avantage par rapport à Israël. Elle dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité et donc d'un droit de veto sur les résolutions votées. Chaque fois qu'une résolution à l'encontre de la Russie est proposée par le Conseil de sécurité, la Russie pose évidemment son droit de veto. Je dirais, ainsi que plusieurs experts, que l'on pourrait aller jusqu'au nombre de 300, si ce n'est plus, de résolutions qui auraient pu être émises par le Conseil de sécurité. En clair, Moscou peut bloquer toute résolution qui condamnerait son action. Exemple, en février 2022, lorsque la Russie envahit l'Ukraine. Le Conseil de sécurité planche sur une résolution pour exiger le retrait des troupes russes du pays. Moscou oppose son veto. Faute d'unanimité entre ses membres, le Conseil de sécurité vote finalement un texte pour convoquer une assemblée générale de l'ONU. Si Israël a été davantage ciblé par des résolutions du Conseil de sécurité que la Russie, il est donc trompeur d'en déduire, comme le font Rima Hassan et Manuel Bompard, que la Russie respecterait davantage le droit international. Bon, Manuel Bompard, donc on l'a vu, vos arguments contre Israël sont tout à fait exacts. C'est un pays qui a été très condamné par le Conseil de sécurité. Vos chiffres sont exacts aussi. Rien à dire là-dessus. En revanche, sur la comparaison que vous faites avec la Russie, est-ce qu'elle n'est pas un peu étrange, cette comparaison, et un peu injuste vis-à-vis de la Russie ? Non, mais d'abord, je veux dire deux choses. Premièrement, c'est pas moi qui fais une comparaison. En l'occurrence, j'ai répondu à une question sur pour quelle raison le raisonnement qui était le mien, c'était de dire à partir du moment où il y a une violation du droit international, qu'elle soit à l'origine de la Russie ou de l'État d'Israël, il est normal qu'elle soit condamnée. Et je disais qu'à partir du moment où on avait infligé des sanctions à l'égard du pouvoir russe quand il avait violé le droit international en attaquant l'Ukraine, de mon point de vue, il serait normal d'infliger aussi des sanctions au gouvernement israélien quand il viole le droit international. Deuxièmement, dire que en termes de nombre de résolutions violées, Israël est effectivement en tête, ne veut pas dire que les violations du droit international par le pouvoir russe ne sont pas graves. À aucun moment je n'ai dit ça, bien évidemment. Et enfin, dans l'argument qui est donné dans votre sujet, je l'entends sur le fait, et j'en suis d'accord d'ailleurs, sur le fait que la Russie a un droit de veto qui lui permet parfois de faire obstacle à certaines résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Si vous voulez être tout à fait exhaustif, vous devez dans ce cas-là dire qu'un certain nombre de résolutions ont été bloquées par le droit de veto des États-Unis quand elles visaient à condamner l'action du gouvernement israélien. Par exemple, il y a eu au moins 3 résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies ces 6 derniers mois qui appelaient à un cessez-le-feu, qui ont été bloquées au Conseil de sécurité
parce que les États-Unis d'Amérique ont décidé d'utiliser leur droit de veto. Donc que les choses soient claires. Il ne s'agit pas de dire que la Russie se comporte bien en matière de violation de droit international, pas du tout. Ils violent le droit international et c'est inacceptable. Je dis seulement qu'à partir du moment où on inflige des sanctions au pouvoir russe quand il viole le droit international, il me paraît normal, pour ne pas faire de deux poids deux mesures, d'infliger aussi des sanctions à l'égard du gouvernement israélien quand il viole le droit international. Pierre Aski, est-ce que sur le fond du sujet, on est effectivement plus conciliant avec Israël? Alors, l'argument du deux poids deux mesures, il est valable. Et effectivement, il y a une exigence de respect du droit international qui est adressée à la Russie sur l'Ukraine. Et on a fermé les yeux pendant des décennies sur les violations du droit international par Israël. Donc, c'est un argument qu'on entend depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine de la part d'un certain nombre de pays du Sud, par exemple, et qui a un fondement. En revanche, je pense que la course à l'échalote entre la Russie et Israël pour savoir lequel a le plus violé le droit international est un peu fallacieuse, parce que la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, membre fondateur des Nations Unies, a une responsabilité majeure qui est celle de faire respecter la Charte des Nations Unies. C'est comme ça que ça a été pensé à l'origine, et ce droit de veto, cette composition du Conseil de sécurité avec ces 5 membres permanents qui sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, leur donne une responsabilité particulière. Et lorsque un pays qui est censé faire respecter la Charte envahit son voisin, et donc qui est la plus grande violation du droit international possible, la violation de la souveraineté d'un État, on peut pas dire que on peut pas compter le nombre de résolutions, ça n'a pas de sens. Il y a une violation flagrante. Donc, voilà, sur le fond, il y a effectivement deux poids deux mesures, et il y a une attitude plus conciliante vis-à-vis d'Israël au fil des décennies, parce que quand même il faut se souvenir que la première résolution que n'a pas respectée Israël, c'est la résolution 242 de 1967. Donc après la guerre des 6 jours et la conquête des territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, et que jusqu'à ce jour, elle est restée lettre morte. Donc voilà, je pense qu'il faut pas s'en servir forcément pour dédouaner non, ça ne dédouane, la Russie. Ouais. Ça ne dédouane personne, parce que je ne pense pas que cette comparaison soit forcément valable. Alors on va maintenant revenir sur les manifestations à Sciences Po en soutien à la cause palestinienne, quelque chose qu'on suit semaine après semaine dans cette émission et qui attire beaucoup l'attention, mais à tel point qu'on en a presque oublié pourquoi se battaient ces étudiants et qu'est-ce qu'ils demandaient. Et donc on va s'intéresser à l'une de leurs revendications principales. Ils veulent que leur établissement n'ait plus de relations, de collaboration avec des universités israéliennes, car ils estiment que ces universités israéliennes, elles soutiennent la politique du gouvernement israélien. Mais ça, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ces arguments des étudiants tiennent la route ? Nicolas, toi, tu les as épluchés, tu les as détaillés. Il y a une liste de revendications claires, université par université, martelées par les étudiants du comité Palestine de Sciences Po. On va en écouter une partie. Si vous prenez plusieurs universités qui travaillent avec Elbit Systems pour créer des drones qui ensuite vont bombarder et à Gaza et dans d'autres endroits. On a des universités comme l'université hébraïque de Jérusalem qui a un campus et qui a des bases qui sont dans des territoires occupés illégalement. Alors on a regardé ces 2 accusations précises contre les universités israéliennes partenaires de Sciences Po. Il y en a 4. Voici la liste complète à l'écran. 2 d'entre elles, Tel Aviv et Ben Gourion, ont bien des liens avec la société privée Elbit Systems, spécialisée dans les drones militaires. Sur son site, l'entreprise vante un programme académique exclusif à l'université de Tel Aviv, ainsi qu'un lien avec les étudiants de l'université Ben Gourion. Là, voilà, on voit le partenariat avec Tel Aviv qui est bien indiqué sur le site de Elbit Systems, puis un lien qui est cité à travers un grand centre de recherche militaire et informatique à proximité du campus de Ben Gourion, et c'est d'ailleurs revendiqué par l'université elle-même sur les réseaux sociaux. Voici la nouvelle base technologique informatique de l'armée israélienne, à 500 mètres du campus. Comment c'est connecté à l'université Ben Gourion ? À travers la génération de soldats qui vont obtenir un diplôme académique pendant qu'ils sont à l'armée. Voilà, donc ça c'est vrai, ces liens sont vrais, même s'il faut préciser... Là, c'est pas quelqu'un de l'université qui parlait. Si, c'est une personne de l'université. Qui reconnaît qu'il y a ces liens-là. Qui vante le campus
le campus militaire. Donc c'est vrai, il faut préciser tout de même que ce genre de partenariat, c'est pas spécifique à Israël. Si on prend par exemple l'une des principales universités militaires, l'une des principales entreprises militaires privées des États-Unis, Lockheed, on remarque qu'elle a elle aussi de nombreux partenariats avec les universités du pays, plus de 60 accords universitaires sur cette liste, comme la prestigieuse Cornell, l'université Howard ou encore la californienne UCLA. Oui, des relations entre des universités et l'armée, ça existe même en France, ça existe un peu partout. L'accusation la plus sérieuse, en revanche, elle concerne l'université hébraïque de Jérusalem. Ouais, cette université est accusée de réaliser des projets illégaux d'extension. On va voir une carte située à l'est de Jérusalem. L'université est située sur ce territoire en jaune. C'est le mont Scopus sur lequel la souveraineté d'Israël était reconnue jusqu'en 67. Ensuite, l'État hébreu a annexé tout Jérusalem-Est. Et après cette annexion, les colonies se sont implantées illégalement, notamment celle-ci, French Hill, en rouge. Ces colonies sont condamnées par le droit international et l'université hébraïque s'est étendue dans ce quartier. C'est le point violet sur la carte. Et puis, on va le voir encore plus clairement sur une image satellite de 1978. Les colons israéliens avaient commencé à s'installer à French Hill. Regardez la partie gauche de la photo, on zoome un petit peu. À l'époque, il y avait surtout des maisons individuelles. Et aujourd'hui, regardez, l'université a fait transformer ses habitations en grands immeubles étudiants. Ça s'appelle Student Village. Alors, on va revoir ce changement. Regardez en bas à gauche cette fois de la photo, un complexe sportif étudiant sorti de terre, là aussi sur les territoires palestiniens. Et ces fameux dortoirs sont mis en avant sur le site de l'université, en photo et en vidéo promotionnelle auprès des étudiants internationaux. Un argument donc mis en avant. Il faut tout de même préciser que c'est tout Jérusalem-Est qui est occupé illégalement par Israël au regard du droit international. Donc ces quelques extensions universitaires ne sont qu'une toute petite partie de ces terres, mais elles sont bien illégales, avec des projets d'extension récents ou en cours qui sont toujours dénoncés par les ONG palestiniennes et israéliennes comme participants à la colonisation. Et puis je précise qu'on a essayé de joindre la direction de Sciences Po. On les a interrogés pour avoir une réaction sur les résultats de cette enquête, mais la direction n'a pas souhaité s'exprimer. Oui, c'est vraiment dommage qu'il ne nous ait pas répondu, parce qu'effectivement, il y aurait des choses à dire là-dessus. Donc concrètement, il y a une partie de cette université qui est placée sur une terre qui, d'un point de vue du droit international, est une terre sur laquelle Israël n'a pas le droit d'être. Je pense qu'il y a deux questions qui ont été abordées. La question des liens avec le complexe militaro-industriel israélien et certaines universités. Et là, je comprends que les étudiants de Sciences Po soient extrêmement vigilants à ce que ces liens ne participent pas à un effort de guerre. Aujourd'hui, ça me semble tout à fait légitime. Après, sur la question de l'extension de l'université, c'est vrai qu'au regard du droit, c'est une violation du droit international. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité et la manière la plus efficace de contribuer à la paix dans cette région, c'est de boycotter les échanges académiques, par exemple? Faut savoir quand même que les universités sont aussi des lieux dans lesquels il y a les quelques poches qui restent en Israël de soutien à la paix, des enseignants ou des étudiants qui participent à des programmes d'essayer de construire des coalitions de paix entre Israéliens et Palestiniens. Donc c'est un peu plus ambigu, il me semble, sur le deuxième point, même si sur le plan légal, effectivement, c'est une violation du droit international. Mais est-ce que c'est la priorité politique aujourd'hui de couper ces liens-là, alors que c'est là que se retrouvent les gens qui sont susceptibles un jour de défendre un nouveau processus de paix? Ça peut se discuter. Manuel Bompard, vous avez entendu les arguments de Pierre Aski, parce que je rappelle que vous êtes totalement contre cette coopération de Sciences Po avec des universités israéliennes. Non, d'abord, moi, je veux dire, je suis pas le porte-parole des étudiants de Sciences Po, même si j'appuie bien sûr leur mobilisation. Et ce que je comprends dans leur raisonnement, c'est d'abord un cri de protestation contre ce qui se passe à Gaza. Et je pense que ces étudiants, ils disent maintenant, ça suffit. Il suffit pas seulement de parler. Il faut qu'on ait des leviers, des moyens d'action pour créer les conditions d'un rapport de force. Et eux, en tant qu'étudiants, ils s'interrogent sur quels peuvent être ces leviers. Et on peut en débattre. J'entends aussi les arguments de Pierre Aski, mais ils s'interrogent sur quels peuvent être les leviers, eux, en tant qu'étudiants, dans leurs établissements pour essayer de créer les conditions d'un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Bien évidemment que c'est pas la seule chose à faire. Et moi, par exemple, je pense que la France devrait, je l'ai dit tout à l'heure, infliger des sanctions au gouvernement de M. Netanyahou. Je pense que la France devrait décréter un embargo sur les livraisons d'armes. Je pense que la France devrait agir au niveau international sur les livraisons d'armes.
Donc moi, je comprends les étudiants qui cherchent des éléments pour créer le rapport de force pour une raison simple, c'est que les massacres, et pour une volonté simple, c'est que les massacres s'arrêtent. Vous pensez pas que ça met Sciences Po un peu en otage, alors qu'en fait, au final, c'est pas le problème principal. C'est-à-dire que là, on parle que de Sciences Po comme si c'était l'université criminelle, etc. Alors qu'en fait, bon, ils sont un peu... Je pense que personne n'a dit ça. Les étudiants ont demandé à ce qu'on puisse avoir un débat à l'intérieur de cet établissement sur cette question-là des partenariats. Il est normal que les étudiants cherchent et réfléchissent à quels peuvent être les moyens d'action qu'ils peuvent avoir dans leur établissement. Mais pour avoir écouté avec attention et contrairement d'ailleurs aux calomnies que j'entends sur la mobilisation des étudiants de Sciences Po, ils ne demandent pas que ça, ils ne défendent pas que ça. Ils veulent tout simplement, ils crient, ils protestent, ils veulent que ça s'arrête, ils veulent que la paix revienne, ils veulent que le cessez-le-feu arrive, ils veulent que les massacres s'arrêtent. Et je pense que c'est un cri qu'il faut comprendre, pas réprimer comme le fait le gouvernement aujourd'hui. Alors, on a vu les polémiques autour de la relation entre la France et Israël, et dans le même temps, pourtant, on reçoit le président Xi Jinping, le président chinois. Alors, est-ce que la Chine serait plus fréquentable ? Est-ce que, finalement, elle serait plus respectueuse des droits de l'homme ?